Togo, attaque terroriste de Kpendial. Comment endiguer la menace djihadiste? Notre invité est Aimé Gogué. Il est le président national de ADI. Président, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Michel. C'est également un plaisir de me retrouver parmi vous ici. Alors, au moins 8 soldats togolais ont été tués et 13 blessés dans la nuit du mardi 10 à mercredi 11 mai au cours d'une attaque terroriste dans le nord du Togo. Une première dans le pays jusque-là épargné par les violences, a annoncé le gouvernement togolais. Alors, Président, comment vous avez ressenti ce qui est arrivé au nord du Togo en tant qu'homme politique? Non, d'abord en tant que Togolais, en tant qu'être humain, en tant que Togolais, avant d'être homme politique. Non, c'est tellement choquant que de tels événements, jusqu'à présent, on ne connaît pas le mobile. Les motivations de ces terroristes. C'est quand même fortement regrettable. Mais je tiens d'abord à présenter mes condoléances aux familles éprouvées, à l'armée, aux forces de défense et de sécurité du Togo, et aussi à les féliciter pour avoir résisté et maintenu l'intégrité du territoire national. Bon, c'est un sentiment de fierté que j'ai vis-à-vis d'eux, des forces, mais évidemment je regrette fortement que ce soit produit ainsi avec des pertes de vie humaine très lourdes. Alors en tant qu'homme politique, on va voir le prisme là tout à l'heure, mais la question, comment se porte l'Alliance des démocrates pour le développement intégral? Comme tout parti politique, c'est un peu difficile, mais globalement, vous savez, je suis revenu il n'y a pas longtemps, j'ai fait un tour à l'intérieur du pays, je suis rentré seulement avant-hier. Je crois que globalement, ça va, il y a des difficultés, mais je crois que nous avons le temps de raviver la flamme des militants et de la population. Alors, comment endiguer justement la menace djihadiste au Togo selon vous? Bon, c'est un problème très complexe. Et généralement, on en discute, même sans pas à cause des mouvements djihadistes. Lorsque dans un pays, l'armée a pour mission d'assurer l'intégrité territoriale des personnes et des biens. Et pour remplir cette mission, on ne doit pas compter exclusivement sur la force de l'armée. Ouais. Il faut une certaine collaboration entre l'armée et la population. Parce qu'en fait, moi je crois que la population est la première défense du pays. S'il n'y a pas d'entente entre la population et l'armée, c'est difficile. Donc la première chose, il faut rétablir la confiance entre l'armée et la population. Et j'ai l'impression que ce côté n'est pas suffisamment mis en exergue. Parce que la manière dont on utilise les forces de défense et de sécurité dans ce pays, dans les réprimandes des manifestations publiques et politiques, ne permet pas à cette population et à cette armée de collaborer de manière efficiente. Donc la population peut ne pas avoir totalement confiance à l'armée, de telle sorte que même si vous voyez actuellement ce qui s'est passé, il y a certaines populations qui doutent encore de ce qui s'est passé. Oui. Et certains même pensent que la présence des djihadistes, c'est terrible, est une bonne chose dans la mesure où ça permet aux chefs d'État de visiter les localités, etc. Vous voyez jusqu'où ça va. Donc la première chose, il faut rétablir la confiance entre l'armée et la population. Justement, la population-là, quand on arrive à rétablir la relation, bien la confiance entre l'armée et la population, quel rôle la population peut jouer? La population peut renseigner l'armée sur la présence de personnes douteuses. Et peut aider à les tracer, à les créer des problèmes, pas tellement parce que les gens sont fortement aimés, mais malheureusement, au niveau de l'armée, les renseignements, parce que cette attaque a été certainement une surprise pour l'armée. Mais on utilise l'argent pour les renseignements. Au lieu de s'occuper de ce type de renseignements pour la sécurité des gens, on utilise les renseignements, on se préoccupe plus des renseignements pour traquer les politiciens de l'opposition, la population qui ne réfléchit pas dans le même sens que le gouvernement. C'est dangereux. Vous avez déjà touché 2 points. D'abord, la coopération de la population dans la lutte. Et puis, vous posez cette question, ou bien tout le monde peut la poser, la capacité militaire pour faire face aux menaces terroristes, notamment les moyens de renseignement. Oui.
les moyens de renseignement, vous savez que c'est capital. Ce n'est pas simplement pour faire face au terrorisme, mais c'est pour réagir. Parce que vous n'allez pas attendre que les gens interviennent avant. Mais si vous avez des renseignements, vous pouvez les bloquer par des mécanismes pour qu'ils n'interviennent pas. Mais il faut reconnaître, si c'est simplement l'armée et si les forces militaires, le gouvernement togolais fait suffisamment. Si vous voyez au nord Togo, avec la frontière de Burkina, je crois qu'il y a des installations qui permettent, par la force, de bloquer. Donc, nous devons savoir que ce type d'intervention que nous avons connu dans la nuit du mardi à mercredi puisse se répéter. Les gens ne vont pas venir s'installer, mais vont faire des opérations coup de poing. Oui. Coup de poing. Ensuite, quand je parle de coopération armée-population, il faut tenir compte d'un fait. C'est que les militaires qui sont dans les régions, entre guillemets, convoitées par les djihadistes, des terroristes, il faut qu'ils aient un comportement aussi qui permette à la population d'avoir confiance en eux. Peut-être que ce ne sont pas des ordres reçus du gouvernement, mais leur comportement vis-à-vis des populations, ils ne vont pas se sentir en terrain conquis pour faire n'importe quoi. Il faut qu'ils essaient de savoir que la population doit les aider. Ça, c'est important. Ensuite, il faut trouver des moyens pour que les jeunes ne soient pas attirés par le mouvement des djihadistes. Vous savez, comme je l'ai dit, il y a certains jeunes qui pensent que non, les djihadistes, c'est bon, ils ont de l'argent, etc. Mais il faut qu'ils savent qu'une fois rentrés dedans, c'est difficile pour eux de sortir. Donc il faut lutter contre la pauvreté, sans doute. C'est ce que vous voulez dire. C'est évident. D'abord, ce n'est pas simplement la pauvreté. Il y a plein de problèmes. Lorsque vous prenez dans un... Ça aussi, c'est un peu la faute des responsables politiques. Lorsque vous créez des conflits dans des villages, c'est-à-dire vous nommez un chef qui n'a pas l'assentiment de la population, qu'est-ce qui va se passer? Les autres seront contre lui. Donc, ils seront prêts à faire des choses qui ne vont pas dans le sens du village. Et s'il y a des problèmes il y a des dissensions dans le village, certains vont vouloir trouver des moyens pour se venger de ceux qui ont l'autorité. Et à ce moment, ça peut entraîner de ce type de comportement. Alors, vous voulez parler de ces problèmes récurrents dans les bourgades aujourd'hui? Oui. Dans certaines même, on en trouve deux. Lesquels? Ben, je ne vais pas les citer. D'où les conflits dans les villages. Non, il y a plusieurs conflits, plusieurs types de conflits. Les conflits fonciers, les conflits de nomination, les conflits... Bon, le chômage, la pauvreté, n'en parlons pas, ça c'est constant. Mais si il y a des méthodes pour au moins réduire ces conflits dont nous parlons, ça peut aller. Les gens peuvent être pauvres, mais ne pas être attirés par le mouvement des terroristes. Mais lorsqu'ils ont des ressentiments contre l'autorité, que ce soit traditionnelle ou administratif ou officiel, ça crée problème. Alors, est-ce que selon vous, le Togo a la capacité militaire? On a parlé des renseignements tout à l'heure. On peut parler des équipements adéquats. Le Togo en a pour faire face aux menaces djihadistes? Bon, c'est oui et non. Oui et non parce que nous avons je crois que nous sommes suffisamment armés, mais les djihadistes ont beaucoup de moyens. C'est difficile pour le Togo seul de dire qu'il dispose suffisamment de ressources pour pouvoir combattre le djihadisme seul. C'est pourquoi moi je pense qu'il faut une collaboration au niveau, ne serait-ce que de la CEDEAO. C'est fortement regrettable. Vous voyez, ils sont venus attaquer les Togolais, un poste de sécurité du Togo. Ils sont retournés tranquillement au Burkina Faso. Pourquoi ne pas, s'il y avait une cohésion, une coordination entre les deux forces, Togo-Burkina, on aurait pu les prendre en étau et les détruire. La même chose s'est passée au Bénin. Donc, je crois que les pays côtiers doivent se sentir concernés par ce qui s'appelle et qui se déroule actuellement au Sahel. On doit s'impliquer. C'est au niveau de la CEDEAO, bon, je prends notre sous-région, que nous devons nous sentir concernés et nous impliquer sérieusement. Ce n'est pas parce que ça se passe au Sahel que ça commençait par descendre. Et la Côte d'Ivoire, il y a quelques années déjà. Grand Bassam surtout. Grand Bassam notamment. Précisément. Il y a il y a le Bénin. Il y a un mois que ça s'est passé au Bénin. Le parc W. Dernièrement encore, ça s'est passé en fin d'année et en avril. Il y a eu des morts aujourd'hui au Togo. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Peut-être qu'ils vont intervenir encore au Côte d'Ivoire, au Ghana. Nous ne le souhaitons pas. Mais il faut qu'on se prépare, travailler ensemble. Et il faut donc la coordination entre les forces de la sous-région. Même coordination, c'est trop faible. Il faut vraiment quelque chose de une force commun. Spéciale de la CEDEAO. Oh, oui. Alors, peut-être que vous aviez écouté le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire récemment, qui est prêt à mettre les moyens pour faire face au terrorisme. Il le faut
à tous les niveaux de la CEDEAO. Non, certainement que ce soit quelque chose au niveau de la CEDEAO, parce qu'un seul pays ne peut pas le résoudre. Et il ne faut pas croire que c'est simplement le problème militaire. Comme je l'ai dit, j'insiste sur ça. Il faut qu'on implique la population et pour cela, il faut la bonne gouvernance. Si vous avez des gouvernements qui n'intéressent pas, qui ne se préoccupent pas des préoccupations des populations, si les populations ne se retrouvent pas au gouvernement, il va de soi que leur collaboration, leur participation à cette lutte qui les sauve eux-mêmes, cette population, il va de soi que les résultats seront difficiles à obtenir. Alors, les gens parlent de l'endoctrinement religieux, d'autres de l'extrémisme violent. Il faut impliquer peut-être les religieux. Oui, non, quand on parle de la population, les religions ont des influences, ont des contacts avec la population pour la sensibilisation de cette population, de la jeunesse en particulier, pour résoudre les problèmes. Mais dire que c'est religieux, non, moi je n'y crois pas. Les conflits dont nous avons parlé, ça n'a rien de religieux. Aller nommer un chef qui n'a aucune popularité, aucune assise dans une région, ce n'est pas parce qu'il est religieux que ça crée c'est un problème. Non, je ne pense pas. Il est possible qu'il y ait un peu de religion, mais je ne crois pas. Alors, quand on voit le mobile de l'attaque... Vous connaissez le mobile? Bon, j'allais dire plutôt la façon d'agir des terroristes. On peut dire que c'est trop simple, Président. Ils connaissent bien le terrain. Ils connaissent parfaitement le terrain. Il est possible que les gens qui ont attaqué le Nord Togo dans la nuit du mardi à mercredi, si séjournaient. C'est ça qui est un danger. Parce que s'ils ont des complices internes, ça devient très difficile. Il faut arriver à sensibiliser la population qu'une fois, la jeunesse surtout, qu'une fois engagée dans ce processus, pour résoudre des problèmes de conflits internes à court terme, il va de soi que c'est difficile pour eux de s'en sortir. On ne s'en sort que par la mort. Donc il faut réussir à sensibiliser la population pour ça. Président, vous êtes homme politique. Est-ce que vous voyez aujourd'hui un lien entre la médiation qui se fait par le président togolais Faure Gnassingbé et ce qui s'est passé? Je ne suis pas certain. Je n'y crois pas. C'est possible, mais vraiment, je ne vois pas, comme dirait l'autre, je ne vois pas de rapport. Alors la médiation elle-même, comment vous la voyez? Bon, disons que moi j'étais contre les sanctions de la CEDEAO, que la CEDEAO a imposées au Mali. Non pas parce que je suis pour les coups d'État. Moi, véritablement, je ne suis pas quelqu'un qui soit adepte au coup d'État. Parce que je me dis que l'armée prend le pouvoir parce qu'elle a des armes, non pas parce qu'elle est nécessairement mieux outillée que les médecins, les professeurs ou les magistrats. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, je trouve que c'est regrettable que l'armée... que la CEDEAO ait pris des mesures aussi extrêmes qui ne respectent, je ne pense pas que ça respecte même les traités de la CEDEAO. Donc, à partir de là, bon, j'ose espérer que les présidents de la conférence des chefs d'État et de gouvernement va revenir sur de meilleurs sentiments. Maintenant que le président joue les médiateurs, bon, ok, s'il y a un médiateur pour résoudre un problème, c'est bon, mais j'aurais souhaité que lui-même serve d'exemple. Et je ne suis pas sûr que dans ce sens, il sert d'exemple au Togo. Alors, il s'agit de la première attaque terroriste meurtrière, on l'a dit, Président. C'est un signal fort envoyé au Togo, sans doute. Bien sûr, c'est un signal très fort. Et ça montre, comme on l'a dit, c'est que les gens sont au Togo. C'est sûr que les djihadistes sont déjà au Togo. Maintenant, il faut réussir à véritablement sensibiliser la population que c'est un véritable danger pour elle, qu'une fois qu'on s'engage dedans, on ne s'en sort que par la mort. Il faut vraiment, c'est un travail de longue haleine qu'il faut. Et il faut cesser ces manœuvres politiciennes partisanes que le gouvernement est en train de faire par la mauvaise gouvernance, la nomination des chefs et des juges des problèmes fonciers. Vous voyez, quand quelqu'un a un problème foncier, qu'on traite mal, il va de soi qu'il va peut-être chercher des moyens pour se venger. Pour se venger, il pense que les terroristes vont l'aider. Donc, véritablement, nous insistons sur la bonne gouvernance. Maintenant, on voit les conséquences, les raisons pour lesquelles on cherche cela. Si la population ne se sent pas concernée, ne se sent pas défendue dans ses droits les plus élémentaires par les autorités, il va de soi qu'ils auront tendance à regarder ailleurs, et ce qui est un véritable danger pour nous tous. Danger donc pour nous tous. Autre solution selon vous, on peut aussi dire que là où on arrive à recruter facilement ces jeunes, il faut
tout faire pour les occuper, Président. Mais c'est ça, tout est lié. Il faut d'abord résoudre ce problème de malgouvernance. La pauvreté, vous en avez parlé. Mais la pauvreté, c'est capital. Mais il est possible que les gens ne soient pas incités s'il y a d'autres choses. Bon, quand je suis revenu, j'ai été surpris. D'abord, vous savez, le dernier concours de recrutement dans l'administration publique, pour 2000 postes, je crois, il y avait 40 000 candidats. 40 000 candidats pour 2000 postes. Ça, c'est une grosse préoccupation pour un gouvernement qui se sent responsable. Je vois un jeune qui me dit, il a fait quoi, 2 ou 3 ans de stage dans une société d'État, on ne lui donne rien. Il est obligé, c'est complètement indicible. Comment veux-tu qu'un jeune, voulez-vous qu'un jeune pareil, qui, trouvant des facilités, ne puisse pas s'engager dans ça? Je crois que nous devons véritablement nous poser les questions. Ce n'est pas question politique. Voilà que c'est question existentialiste. Est-ce qu'on veut vivre avec un danger pareil, avec des gens, ils disent qu'ils gouvernent, mais vraiment qui ne, je regrette, mais qui ne se préoccupent pas des problèmes fondamentaux de la population. C'est terrible. La présence de l'administration dans ces zones est donc on ne peut plus importante aujourd'hui. Mais l'administration qui s'occupe des préoccupations des populations est importante. Si vous ne vous occupez, si vous allez pour martyriser la population, ça a un effet inverse. Il faut que la population adhère à ce que vous faites, participe à ce que vous faites, se sente considérée, sente que vous êtes juste. Mais dans le cas contraire, il y a problème. Alors, selon vous, comment le gouvernement togolais va pouvoir réagir face à ces menaces terroristes? Mais je l'ai dit, il faut plusieurs choses. D'abord, mettre l'accent sur les renseignements, réduire, en tout cas transférer une grande partie des ressources allouées aux renseignements politiques pour s'occuper des renseignements de sécurité. Deuxième chose, améliorer le rapport entre les forces de défense et de sécurité avec la population, en n'utilisant pas les forces de défense et de sécurité pour martyriser les pauvres populations lors des manifestations publiques et politiques. Ensuite, sensibiliser la population pour qu'elle comprenne les dangers que nous courons, pour qu'elle puisse aider la population et les militaires qui sont dans ces villages puissent aussi avoir des comportements suffisamment respectables vis-à-vis des populations, car après tout, ils sont des Togolais, ils sont des civils avant d'être des militaires. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'objectif de ces djihadistes, c'est la côte? Quand on voit ce qui s'est passé à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, comme vous l'aviez dit, ce qui se passe actuellement au Bénin, au nord, à Borgou, au parc W et autres, ils cherchent la côte. Si oui, pourquoi? Bon, c'est difficile d'entrer dans leur tête, mais je crois que c'est une question de s'accaparer des ressources. Parce que qui contrôle la mer, contrôle les importations, etc. Pour moi, c'est ça. Ils cherchent à avoir des ressources. Pour quelle fin, je ne sais pas. Parce que même demander à nos responsables politiques qui ont beaucoup d'argent et qui continuent à chercher de l'argent, peut-être que vous aurez des éléments de réponse. Dans l'agissement de ces djihadistes, vous voyez la main des puissances, Président? Je ne suis pas sûr. Bon. Disons que pour moi, les puissances étrangères recherchent leurs intérêts. Mais jusque-là, je ne suis pas très convaincu. Peut-être ils utilisent, ils profitent de nos divisions pour agir, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça la première motivation. Je ne pense pas. Et souvent aussi, parmi ces jeunes, il y a des bandits. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, il y a des gens qui sont super actifs. Quand ils sont là, ils ne font rien. Ils trouvent des gens qui se battent, qui utilisent des armes, ils sont prêts à y aller. Donc, il y a beaucoup de motivation individuelle pour participer. Et maintenant, le groupe a aussi sa motivation qui est surtout de s'accaparer le plus de ressources possible. Vous êtes sûr aujourd'hui qu'on ne peut pas lier le djihadisme à la religion, surtout celle musulmane? Je ne suis pas très convaincu. Il est possible que... C'est l'étiquette qu'il porte souvent. Oui, c'est ça, mais est-ce que vous êtes sûr que l'islam dit de tuer les gens? L'islam dit de tuer gratuitement des gens? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça figure dans le Coran. Donc je ne suis pas sûr. Ou bien si ça figure, si c'est les religieux, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise interprétation de la parole de Mohamed. Alors, le Togo, on le connaît aussi sur
ce côté, sa sécurité. La Oui. sécurité, on ne peut plus solide. Il est sonné dorénavant. Vous pensez que c'est un autre regard qu'on aura sur le pays aujourd'hui? Sécurité, sécurité. Je crois que la sécurité est plus politique. C'est pourquoi nous disons la paix comme prône, ce n'est pas une véritable paix. Comment vous pouvez parler de paix lorsque vous interdisez toute manifestation? Lorsque vous êtes prêt à, même si les syndicalistes ont fait preuve d'erreur, lorsque vous allez jusqu'à détruire la liberté syndicale dans un pays, vous ne pouvez pas parler de sécurité. Non, vous ne parlez pas de, vous ne pouvez pas parler de sécurité. Vous voulez mettre tout le monde sous les bottes, pensée unique, ça c'est pas la sécurité. Pour moi, non. Pour les manifestations, on parle de Covid-19 pour protéger la population, C'est déjà président. passé. Pas passé. Mais vous n'avez, moi je viens du Canada, comme je vous l'ai dit. C'est sérieux. C'est sérieux. Il y a des moments où vous restez pendant des jours chez vous, dans votre appartement. Vous ne bougez, vous ne sortez pas. Si vous voulez sortir, vous devez mettre un masque pour aller. Mais ici, je vois tout le monde circule librement. Bon, c'est vrai que c'était bon de prendre des mesures pour contrôler. Mais j'ai l'impression qu'on a outrepassé. C'est bon, c'est ça. Au début, je peux comprendre. Au début, lorsque c'était apparu, on ne connaissait pas très bien, on ne maîtrisait pas bien les conséquences scientifiques, les conséquences de cette pandémie. Bon, il fallait prendre des mesures, quoique les morts que nous avons connues lors des couvre-feux du début n'étaient pas nécessairement justifiées. Lorsque vous prenez quelqu'un qui ne respecte pas le couvre-feu, vous n'allez pas le tabasser jusqu'à mort, par exemple. Bon, je crois qu'il fallait prendre des mesures de protection, de distanciation, etc. Mais je crois qu'on a un peu poussé un peu. Le problème avec les syndicats d'enseignants du Togo, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous pensez que le gouvernement est allé trop loin? Oui, je crois qu'il allait trop loin. Je tire cela de vos propos, président. Oui, non, je l'affirme, je l'affirme. Il est possible que les syndicats aient fait des erreurs. Parce que ce que les syndicalistes n'ont pas... Moi, j'ai beaucoup fait de syndicalisme. Et puis, j'ai étudié, j'ai travaillé beaucoup avec les syndicalistes. On ne le sait pas, durant les années 90 et 80. En Afrique, hein, ce n'est pas seulement au Togo. Au Togo particulièrement, mais dans beaucoup de pays africains. La réussite des syndicats dépend du contexte. Les syndicalistes ont eu leur fameux protocole quand, dans les années, il y a eu les troupes sociales. Vous vous rappelez les troupes politiques? C'est en ce moment qu'ils ont eu. Mais c'est véritablement, le gouvernement avait des difficultés. Donc il ne fallait pas avoir d'autres problèmes sociaux, par exemple. Donc ils ont eu gain de cause. Et maintenant, l'application crée problème. Parce que, justement, le gouvernement ne sentait plus cette pression. Mais c'était au syndicat aussi de savoir lire le contexte et voir quelle stratégie adopter. Ensuite, le syndicat fait des erreurs en voulant une relecture du protocole d'accord. Parce que vous n'êtes pas fort, vous engagez une relecture, il va de soi que l'autre qui est fort va relire dans son avantage. Ça aussi, c'est une erreur. Bon, ensuite, les textes ont changé, entre autres. Moi, je dis qu'on ne doit pas se baser sur... Je crois que le syndicat est légalement constitué. Maintenant, le respect des mots d'ordre de grève ou pas, est-ce que ça a été respecté? Bon, je n'ai pas encore fait de recherches à ce niveau, mais il est possible qu'il y ait eu des erreurs à ce niveau. Ensuite, bon, la force que les syndicats avaient auparavant n'existe plus dans la mesure où tout le monde crée son syndicat comme il veut. Je ne dirais pas nécessairement qu'ils ont été corrompus ou pas, mais lorsque vous êtes divisé, il va de soi que c'est plus facile à la partie. Je ne dis pas le gouvernement seulement, le patronat également se sent plus fort et vous impose des lois. Donc, votre position, président, d'ailleurs, on a suivi avec attention tout ce que vous aviez dit, c'est la position également de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral face aux menaces terroristes. Oh oui, bien sûr. Je suis le président. Donc, généralement, je discute avec ma base, mais les responsables du bureau pour en parler. Vous allez faire une réunion sans doute, très rapidement. On a déjà fait une réunion, mais on en fera, puisque c'est un problème, un phénomène très important, et cela intéresse la zone où nous sommes mieux implantés. Nous allons faire le suivi quotidien. Et nous regrettons, nous espérons ardemment que le Togo et les pays de la CEDEAO prennent ça au sérieux pour essayer de combattre ce terrorisme. Parce que c'est un véritable frein au développement.
Vous ferez sans doute des propositions au gouvernement. Est-ce que vous en... Non, 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 je suis togolais. Tout ce qui intéresse, qui va aller dans le bon sens, moi je n'hésiterai pas à le faire. Je le ferai. Est-ce que vous êtes écouté? Ça, c'est autre chose. On suppose que vous faites souvent des propositions au gouvernement. Est-ce qu'on tient compte de vos propositions? Je ne peux pas l'affirmer, mais ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas écouté ou ne m'écoute pas que je ne vais pas continuer. C'est mon devoir de Mais le là, faire. sur le plan sécuritaire, vous allez sans doute faire des propositions. Je le ferai, ouais, je le ferai. Je le ferai. J'inviterai mes militants et la population de collaborer, d'aider le gouvernement, en tout cas le Togo, à s'en sortir. Voilà. Alors, la menace djihadiste est à prendre au sérieux. Vous avez oui. sans doute un message à envoyer aux populations, aux dirigeants, aux forces de l'ordre. Non, les forces, aux dirigeants, comme je l'ai dit, de faire un effort d'enlever la politisation, la partisanerie partout. Ça, c'est totalement inadmissible. Ce qu'on voit, ça ne va pas dans les nominations de chefs, même de présidents de CVQ, etc. Vraiment, il faut qu'ils enlèvent la partisanerie. Si la population se sent préoccupée, se sent impliquée dans les décisions, ça peut aller. Même dans l'histoire de la gestion des communes, c'est exagéré. Donc, ils essaient d'enlever ça. Comme ça va diminuer les conflits internes dans les villages, dans les communautés, pour que les gens puissent savoir que tout ça, c'est notre affaire à nous tous. Aux forces de défense et de sécurité, vraiment, je sais que la Constitution leur interdit de respecter tout ordre venant sans réfléchir, parce que c'est eux individuellement qui doivent rendre compte. Il faut qu'ils appliquent cela. Si on leur dit qu'est-ce qu'ils ont à voir avec une manifestation politique? Rien, ils n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont qu'à laisser la police gérer. Donc vraiment, il faut qu'ils se concentrent vraiment sur la défense de l'intégrité territoriale. Ensuite, il faut qu'ils arrivent à parler à leurs éléments qui sont dans les villages, d'avoir un comportement courtois vis-à-vis des populations. Vous savez, c'est quelque chose qui me fait rire, mais c'est important. Vous savez, les militaires, c'est des jeunes, trentaine. Vous les envoyez dans un village, seuls, sans leur femme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Et ça, c'est difficile de les accuser, mais en même temps, on voit les conséquences. Comment résoudre ces problèmes? Il faut y réfléchir. Aux populations aussi, de savoir que aider les terroristes, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Ils doivent comprendre que véritablement, il faut essayer de collaborer avec les forces de défense et de sécurité plus républicaines pour ne pas accueillir les terroristes à bras ouverts. Merci beaucoup à vous, Aimé Gogué. Vous êtes le président national de l'Alliance, c'est l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir très partagé. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.